Mettre la connaissance au service du bien-être, ouais, mathématiques et santé, c'est de ça qu'on va parler, mes chers amis, aujourd'hui. Désolé pour le petit retard, c'était une question de connectique, comme on a si souvent dans notre ère moderne extrêmement connectée, avec toujours des questions de compatibilité, de format, de dispositifs et tout ça. Aujourd'hui, on va vous parler d'une connexion qui a mis énormément de temps à se mettre en place, connexion entre mathématiques et sciences de la vie, et sur laquelle on fonde d'énormes espoirs en termes de progrès, en termes de développement, ne serait-ce que parce que les enjeux économiques qui sont associés aux sciences de la vie, à la médecine, sont considérables et croissants. On va commencer par replacer les choses dans le contexte et dire que la médecine, c'est quelque chose qui progresse de façon continue depuis des décennies et des décennies, comme en attestent les courbes extrêmement optimistes des espérances de vie ou des taux de mortalité. Et ça, ce sont des tendances qui, pour l'instant, ne se démentissent pas. On verra après, mais pour l'instant. Il y a cependant un certain nombre de plaies structurelles ouvertes qu'on peut voir dans le champ de la médecine. Citons la mise en œuvre des découvertes. À peu près la moitié des découvertes qui sont faites en recherche ne sont juste jamais appliquées. Ça n'arrive jamais jusqu'à l'étape de la consultation ou de l'hôpital. La difficulté des conclusions, bien sûr, c'est un enfer méthodologique, les études de médecine. La complexité combinatoire et phénotypique, bien sûr. Comment est-ce que vous voulez mettre quelque chose aussi complexe qu'une biologie complète dans un jeu de données ou dans un jeu d'indicateurs? On a vu des choses assez étonnantes dans les dernières années avec les représentations de grandes données. Par exemple, on a vu qu'on pouvait représenter les personnalités des gens avec seulement un petit nombre d'indicateurs pour toutes sortes d'applications. En biologie, nous avons beaucoup plus, pour l'instant, d'indicateurs. Et puis les biais humains du diagnostic, bien sûr. Pour illustrer la difficulté des conclusions, il y a toute une littérature sur la difficulté de reproduire les conséquences ou des prises de position très provocatrices, comme celle de Ioannidis, pour les sciences de la vie, pourquoi la majorité de la recherche publiée est fausse, en particulier pour des questions de significativité représentative au niveau statistique. Et puis, pour les questions de diagnostic humain, nous avons plein de choses intéressantes. Est-ce que vous voyez ce qui cloche là? Ouais, c'est une radio, comme on en utilise sans arrêt pour détecter les cancers, par exemple, et montrer à un grand nombre de médecins spécialistes de détection du cancer, la majorité des gens n'ont pas remarqué qu'il y avait un gorille incrusté en haut à droite de l'image, vous le voyez. C'est un analogue en termes de radio de la fameuse expérience du gorille, vous avez dû la voir, où il y a des gens on demande à quelqu'un de fixer le ballon, que se passent des joueurs d'un jeu de balle, et puis il y a un gorille qui passe dans le champ, et si vous avez l'attention fixée sur le ballon, à une grande majorité, vous ne remarquerez pas le gorille. Alors, des fois, dans les biais humains, il y a toutes sortes de choses qui nous échappent. Le coût de la recherche, bien sûr, on estime que nouveaux médicaments, maintenant, ça représente un coût complet de 2,5 milliards à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, on se dit qu'on est dans une situation où on aimerait bien faire appel à de nouvelles façons de faire progresser les choses, qui redéploient d'autres connaissances ou qui utilisent des choses qui ont déjà été apprises. Les difficultés d'explication, bien sûr, pour la médecine. Ici, référence pour tous les amateurs de vulgarisation scientifique qui ont, à un moment ou à un autre, lu Stephen Jay Gould, un célèbre texte où il parle de son propre cancer, de son désarroi quand il a lu les données médicales concernant son cancer, juste après opération, des chiffres qui étaient très propres au pessimisme, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il fallait faire gaffe avec les statistiques. Une moyenne, c'est pas une médiane, et si on interprétait les statistiques comme il fallait, on pouvait avoir beaucoup d'espoir. La médiane n'est pas le message, nous expliquait-il, et donc le raisonnement était plus subtil encore que juste la distinction entre moyenne et médiane. Finalement, il n'est pas mort de ce cancer-là en question. Ça, c'est un texte qui nous rappelle que si vous n'avez pas un minimum de bagage scientifique, vous pouvez être complètement désarmé par rapport
à l'interprétation de conclusions médicales. Ça, c'est des choses qu'on voit tout le temps, y compris dans les controverses actuelles sur des politiques de santé publique. Simultanément à ce contexte en médecine, nous avons eu l'explosion des données et de la communication dans ce qu'on appelle la révolution électronique ou informatique ou numérique ou digitale ou ce que vous voulez, avec des statistiques qui vous parlent de croissance exponentielle, comme le fait que tous les 2 ans, en gros, vous doublez à peu près, plus que ça, le nombre de données. 90% des données dans le monde, en gros, viennent des 2 dernières années. Je vous laisse faire le calcul de coefficient de la progression exponentielle. Et puis, pour exploiter ce genre de grandes données, des nouveaux algorithmes, d'une part des algorithmes déterministes dont on avait l'habitude depuis des décennies, qui sont devenus plus efficaces et rapides avec l'explosion de la performance des ordinateurs, des machines à calculer, et d'autre part l'apparition, ou plutôt le développement, la mise en avant de nouveaux algorithmes dans lesquels l'aléatoire joue un rôle plus important et des algorithmes conçus spécialement ou spécialement efficaces pour traiter des grands jeux de données. La conjonction des deux, le contexte avec de grandes attentes en médecine et la révolution numérique, apporte à la fois sa dose d'espoirs irrationnels et de peurs handicapantes. Vous les retrouvez aussi dans des titres sensationnels comme celui de Time il y a quelques années. Est-ce que Google peut résoudre la mort? On va prendre les choses sous un angle avec résolument la tête froide et essayer de décortiquer un peu ce qu'il peut y avoir derrière. Et parmi une mini-bibliographie, pour ceux qui veulent avoir des vues sur l'intelligence artificielle plus ou moins détaillées, mais elle est un petit peu dans la bête, ça c'est une petite sélection en fonction de votre bagage scientifique. Ça c'est la Bible des débutants en intelligence artificielle de Russell Norvig, un ouvrage magnifique. Pour les méthodes de Monte-Carlo par chaîne Markov, qui avant le développement de l'apprentissage machine était un peu ce sur quoi on fondait beaucoup d'espoir et font toujours pour l'exploitation de certains grands jeux de données. Et puis ici, des interviews de praticiens d'intelligence artificielle moderne. Ici, une belle synthèse avec la tête froide encore, malgré le titre, la singularité technologique par Murray Shanahan. Un ou deux exemples emblématiques. Et d'abord, l'algorithme qui a rendu célèbre Google, et qui n'est pas l'algorithme utilisé actuellement dans les moteurs de recherche, mais qui était le tout premier que vous trouvez décortiqué ici et là. Il s'agit de PageRank. Imaginez que vous avez un graphe, avec des nœuds. Et les gens se pointent les uns vers les autres comme des témoins qui, dans un tribunal, se renvoient la balle l'un à l'autre. Ce que je sais, je l'ai appris de un tel, interrogez-le, et ainsi de suite. Vous voyez le graphe de ces relations et vous vous demandez qui je vais interroger en premier. Et l'idée géniale de Google, c'est de dire on va traiter ça d'une façon mathématique, en se trouvant une façon efficace, objective, de trouver le nœud qu'on doit interroger en premier. Sur cet exemple, c'est assez simple. On a envie d'interroger en premier les témoins directs, ceux vers qui tout le monde renvoie la balle. Ici, c'est le numéro 1 et le numéro 4. Et comme le numéro 4, il y a 3 témoins qui lui renvoient la balle, on a envie de commencer par lui. Simple, hein? Bon. Alors après, comment vous faites quand vous avez quelque chose comme ça, qui peut être l'ensemble des pages web se renvoyer à la balle les uns les autres par lien HTML et traitant d'un sujet donné, et dans la vraie vie, quand vous avez 100 millions de pages web à classer, laquelle vous allez interroger en premier. Et l'astuce de Google, qui est une très belle astuce mathématique et qui témoigne d'une bonne culture et compréhension mathématique, c'est de laisser le hasard déterminer où on va chercher. En envoyant plein de marcheurs aléatoires se balader sur le graphe et interroger les gens au fur et à mesure, chaque fois que l'une de ces petites billes arrive sur une page web, elle va au hasard sur l'un des liens vers lesquels pointe la page web en question. Et puis on laisse mijoter, on regarde où est-ce qu'on a tendance à aller le plus du fait qu'on se fait rediriger par tel ou tel. Ici, vous voyez au fur et à mesure qui croissent les nombres de visites, et à la fin, c'est le site qui a reçu le plus de visites qui va être visité en premier. Et vous pouvez, avec cette fréquence des visites, assigner un nombre objectif à chacun des éléments du graphe. Alors, vous n'avez pas cherché, vous voyez, à comprendre la structure logique. Vous avez laissé le hasard faire les choses. Et ça, c'est un petit algorithme par rapport à beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est assez révélateur de l'esprit
qui a présidé aux destinées algorithmiques dans la suite, on va le plus possible laisser le hasard faire les choses, laisser le système trouver par soi-même quelle va être la meilleure solution, quelle va être la bonne réponse. Avec un certain nombre de surprises. Voici l'une des pages de l'ouvrage de Russell et Norvig que j'évoquais tout à l'heure, celle qui parle du mot-clé qui est devenu le plus usité récemment dans les intelligences artificielles, les réseaux de neurones. Il y a encore quelques années, les meilleurs experts en informatique théorique vous disaient les réseaux de neurones, ça ne marche pas, on a essayé pendant des décennies et les résultats sont décevants. Et maintenant c'est le contraire, on ne jure plus que par ça. Le grand spécialiste international des réseaux de neurones, Yann LeCun, est même devenu l'un des très rares scientifiques dans le domaine à venir s'inviter dans les premières de couverture sur un sujet qui d'habitude est trusté par les grands patrons plutôt que par les grands scientifiques en termes médiatiques. Et dans un réseau de neurones, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'on a un phénomène à reproduire, un phénomène à comprendre, et le phénomène est donné par une certaine fonction qui est inconnue. Par exemple, une fonction qui a une situation associée à une opération. Vous avez vu les exploits du jeu de Go artificiel. Dans cet exemple-là, on pourrait dire, pour simplifier, que on veut trouver la fonction qui a une position du jeu de Go associée à la meilleure réponse. Et c'est une fonction qui va dépendre d'un très grand nombre de paramètres. Et si on avait une connaissance extraordinaire de la science du jeu de Go, on pourrait se dire qu'on va calculer objectivement, froidement, en mettant telle et telle règle, si c'est comme ci, comme ça, etc. Alors voilà ce qu'il faut faire, un peu comme vous avez les règles de résolution du Rubik's Cube qui vous disent si dans telle configuration, appliquez telle recette, et ainsi de suite. Et si on fait ça, pour le jeu de Go, c'est particulièrement difficile, ne serait-ce que parce que les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas vous dire exactement comment on prend les décisions. Alors, à la place, on va entraîner une machine, un système, on va demander à un système de reproduire un grand nombre d'exemples pour coller au mieux à ce que nous fournissent les données. Par exemple, des exemples de bons coups de jeux de Go que vous avez dans la littérature. Et on va faire tourner, changer les paramètres du système jusqu'à ce qu'il arrive à reproduire ces coups. Sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais on voit que sur les exemples, il arrive à refaire les choses. Et le système est assez simple, ça s'inspire de la biologie, ces réseaux de neurones. Vous avez un certain nombre de nœuds avec des connexions entre les nœuds, un peu comme les neurones et les axones, des nombres qui vous disent quels sont les poids de ces différentes connexions, par exemple. Vous faites la somme des influx qui arrivent à un certain nœud. En fonction de la valeur, vous envoyez à d'autres nœuds qui vous suivent une certaine valeur. C'est un peu comme si vous faites finalement une série de compositions de fonctions élémentaires pour reproduire une fonction complexe. Ici, je vais vite parce que le temps est compté, mais c'est pas compliqué dans le principe et un lycéen qui aime bien faire de l'informatique peut programmer ça sans grande difficulté. La grande difficulté, ce sont toutes les astuces d'optimisation qui viennent avec ou les bonnes stratégies, mais dans son principe, c'est beaucoup plus simple que la plupart des algorithmes qu'on utilise en simulation de phénomènes physiques. Alors après, il y a une autre petite chose à savoir, c'est que dans les applications industrielles, il vous faut des millions de paramètres. Il s'agit vraiment de grands systèmes de neurones. Alors, j'en dirai pas plus sur les réseaux de neurones, mais avec les réseaux de neurones ou d'autres méthodes d'intelligence artificielle, vous avez un mécanisme redoutable pour reproduire dans toute sa complexité une fonction inconnue qui est donnée par des exemples. En revanche, vous ne savez pas ce que va faire le réseau de neurones et, disent les détracteurs, à la fin, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Vous êtes constitué de reproduire les choses comme un enfant qui apprendrait le langage par imitation sans comprendre ce que c'est qu'un sujet, un verbe et un complément. Continuons avec la médecine, si vous voulez bien. Dans le cadre de la médecine, nous avons aussi vu des techniques d'exploration florissantes avec toutes sortes de nouvelles données médicales qui sont venues alimenter des bases de données géantes. Et puis, bien sûr, le séquençage ADN. Dans un cadre français, il y a des bases de données médicales qui sont les plus grandes du monde. C'est l'un des intérêts de siècle de centralisation administrative
Et certains espèrent que cela donnera aux Français, dans un contexte où les grandes données sont importantes, un avantage compétitif dans ce type de domaine. Pourquoi les grandes données sont importantes? C'est important d'avoir beaucoup de jeux de données pour pouvoir étalonner les algorithmes dont je parlais de type intelligence artificielle et avoir des rendus qui sont aussi proches que possible de la réalité. Dans le cadre médical français, la base de données un peu ultime, elle s'appelle la SNIRAM. Il y a un certain nombre de chercheurs qui s'occupent actuellement de lui fouiller les entrailles pour voir ce qu'on peut en trouver. Certains disent qu'il y a des mines d'or là-dedans, d'autres que c'est illusoire compte tenu de la complexité de l'affaire et du fait qu'elle n'a jamais été conçue pour la recherche médicale, mais uniquement conçue au départ à des fins administratives. Question intéressante de savoir si... Donc, la problématique générale, je vais insister plus là-dessus. Est-ce que, en combinant l'extraordinaire explosion de données médicales, les nouveaux algorithmes, intelligence artificielle, grandes données, on peut obtenir des progrès médicaux significatifs avec des répercussions sur la compréhension de notre santé, des répercussions sur le niveau de la santé, des répercussions économiques. Question intéressante aussi de se demander s'il y a des choses mathématiques à comprendre, et c'est un peu une des déceptions globales de l'interface mathématique-biologie ou mathématique-santé de ces dernières décennies, qu'elle n'a apporté aux mathématiciens que très peu de concepts nouveaux, à l'exception peut-être des réseaux de neurones. Là où l'interface mathématique-physique avait apporté une quantité inouïe de concepts mathématiques, l'interface mathématique-biologique, pour l'instant, ne l'a pas fait, peut-être du fait de la complexité inhérente à la biologie. L'interaction mathématique et médecine, cela dit, est en essor de façon considérable. En France, un des premiers mathématiciens à s'intéresser sérieusement à la question était Emmanuel Grenier. Et ça se manifeste à travers toutes sortes de projets, en France et à l'étranger, de start-up, de dispositifs, de mécanismes. Il y a 2 ans, de façon significative, le prix de calcul intensif Joseph Fourier était décerné dans le domaine de la modélisation mathématique de la médecine avec un dispositif qui permettait de donner des diagnostics accélérés sur les attaques sur place, avec des dispositifs sur place qui étaient donc très réduits et une énorme analyse de données, énormément de mathématiques pour faire un diagnostic suffisamment précoce pour pouvoir être vital. En 2016, un groupe de travail entre académies s'est lancé, mélangeant des mathématiciens et des médecins et des informaticiens sur ces sujets. Je faisais partie des animateurs de ce groupe de travail, de même que le chirurgien Bernard Nordlinger, groupe de travail entre Académie des sciences et Académie de médecine. Et je vais, pour terminer, en quelques minutes, donner quelques pistes sur des thèmes qui ont été évoqués dans ce groupe de travail. Ah, ça se passe mal, là. L'école polytechnique est en train de s'effondrer. Comme dans Game of Thrones, il y a le dragon là, qui doit attaquer. Alors, mélange, une première grande piste, ce sont les progrès faits dans la visualisation, la réalisation, soit pour l'aide aux chirurgiens, soit pour la fabrication de prothèses via imprimante 3D, soit encore pour la meilleure compréhension des organes humains. Par exemple, il y a quelques années, une controverse séculaire sur la présence d'une certaine structure dans le cerveau a été résolue par progrès de l'analyse des images médicales. INRIA est très en pointe sur ce type de sujet. Autre direction, c'est l'application de toute la machinerie statistique moderne, aide à stratégie, aide de diagnostic, à partir d'exemples et sans chercher à comprendre vraiment ce qui se passe. Recherche de signaux forts et faibles, il ne fait pas de doute qu'à brève échéance, un diagnostic automatique donnera de meilleurs résultats qu'un diagnostic humain, en moyenne. Étant entendu qu'il s'écoulera cependant longtemps avant que les humains soient prêts à mettre leur vie entre les mains d'un algorithme. On a vu plein d'annonces spectaculaires du côté d'IBM, du côté de Google sur les possibilités apportées par ces nouvelles technologies, plein de controverses aussi qui allaient avec.
direction très intéressante, les prothèses intelligentes qui s'adaptent à votre morphologie en fonction de leur usage. Autre genre de choses que les algorithmes modernes peuvent vous faire faire, c'est du contrôle par exemple, contrôle de drone par mouvement des yeux ou même par la pensée. Résolution partielle d'un problème qui a hanté les biologistes pendant longtemps, la correspondance entre génotype et phénotype. On décode le code génétique, on se dit qu'on va tout comprendre, et finalement on déchante en voyant qu'il y a une complexité inouïe de faire la correspondance entre les gènes d'un côté, les caractères morphologiques de l'autre. Et un jour on s'est dit finalement, peut-être qu'on fait erreur en essayant de comprendre, on va juste tout mettre dans un gigantesque algorithme d'intelligence artificielle, un paquet d'exemples de phénotypes et de génotypes, en se disant que la fonction qu'on veut émuler, c'est celle qui au génotype associe le phénotype, et laisser la machine trouver par elle-même, par l'exemple, comment ça se présente. Dans cet exemple, le chercheur utilise son propre séquençage génétique pour reconstruire son visage, du moins tel que le prédirait l'algorithme. Vous voyez en comparant les deux images qu'il est barbu, ce que l'algorithme n'avait pas prévu, et qu'il est un tout petit peu plus enrobé que prédit par l'algorithme. Vous voyez tout de suite le genre de problèmes légaux et éthiques que ça va soulever à brève échéance, le jour où un test génétique permettra de reconstituer la morphologie probable, le visage probable de l'assassin sur le lieu d'un crime, qui ira témoigner devant le juge que l'algorithme d'intelligence artificielle utilisé est effectivement fiable. Méthode de parcimonie, développée aussi par nombre de chercheurs. Ici, un extrait de la conférence d'Emmanuel Candès au dernier congrès international des mathématiciens à Séoul, français travaillant à Stanford. C'est une des particularités du sujet que les chercheurs français y sont particulièrement renommés. Une autre particularité que souvent ils font une partie de leur carrière à l'étranger, et plus particulièrement aux États-Unis. Emmanuel Candès, en l'occurrence, avait l'honneur d'être le premier orateur en le congrès international des mathématiciens à aborder en séance plénière le thème d'intelligence artificielle, en l'occurrence les méthodes dites de parcimonie dans lesquelles on essaye de résumer l'information contenue dans une image ou une certaine situation de façon à la reconstituer aussi bien que possible. Ces méthodes vous permettent par exemple de reconstituer une image avec seulement 2% des données, pourvu que ces 2% ne soient suffisamment dilués dans l'ensemble de l'image, à condition que l'image ait une certaine structure. Par exemple, une image médicale. Et Candès expliquait comment, à partir de tels algorithmes, on peut réduire presque d'un facteur 10 le temps qu'il vous faut passer dans un scanner pour que le chirurgien puisse récupérer l'information adéquate. Ici, on a un vrai exemple dans lequel la valeur ajoutée est entièrement du côté mathématique, du côté du traitement de l'image, et dans lequel, à la fin, vous avez un bénéfice vital qui est possible. Un facteur 10 pour le temps qui est passé dans un scanner. Quand il s'agit de petits-enfants, c'est non négligeable. Ce sont les mêmes algorithmes qui sont utilisés par Candès pour reconstituer les organes à partir de seulement une partie des données, ou qui sont utilisés par Netflix pour reconstituer les préférences probables des utilisateurs à partir aussi d'un certain jeu de données qui est très partiel. Disons le même philosophie dans les algorithmes. Ce qui vous montre aussi que, ça c'est une particularité, une caractéristique habituelle des algorithmes, on peut les utiliser pour faire tout, pour des fins qui peuvent être jugées bénéfiques ou maléfiques, et dans toutes sortes de contextes. Recherche de corrélation, c'est une grande direction qui a aussi émergé dans l'interface mathématique et médecine, c'est du sport. Il va s'agir typiquement de comprendre en fonction de votre génome si vous êtes prédisposé à tel ou tel cancer ou telle maladie. Il peut s'agir, en regardant des tas de statistiques de gens qui avaient tel génotype, qui ont développé tel cancer. Il peut s'agir aussi de chercher des associations de traitement. On trouve des choses incompréhensibles en fouillant les grandes bases de données. Par exemple, dans certains cas, un traitement anticancéreux va être d'autant plus efficace que la personne qui suit le traitement a en parallèle un traitement contre le diabète, un certain traitement contre le diabète, ou un certain traitement contre l'anxiété. Et le fait que l'association des deux médicaments soit plus efficace, personne ne sait l'expliquer. Quand vous demandez aux chercheurs qui travaillent dessus, ils disent « à la limite, on s'en fiche ». Notre boulot, c'est de détecter ce genre d'association. Et comme la façon dont le médicament fonctionne, on ne comprend jamais
vraiment complètement, il peut se faire que vous ayez des associations comme ça qui soient complètement contre nature, si je puis dire. Un certain nombre de nouveaux modèles économiques se sont bâtis sur ces nouvelles avancées. Parmi celles qui sont les plus directement dans la recherche de corrélation entre facteurs de risque et génotypes, Sophia Genetics, start-up suisse qui est réputée comme la plus performante au monde sur la question de l'approche grande de données à l'analyse de facteurs de risque à partir de l'ADN. Ici, c'est un extrait de la review du MIT. Plus de 100 000 patients sont passés à ce jour par le système Sophia. Autre exemple sur le thème analyse d'apprentissage automatique, santé, sur un contexte beaucoup plus bénin, amélioration du sommeil à partir de l'activité cérébrale et un dispositif qui apprend quelles sont vos phases de sommeil, qui apprend à vous mettre la bonne musique qu'il faut au moment où vous en avez besoin. C'est le dispositif Dream de la société Rhythm, encore franco-américaine. Encore un autre exemple, détection automatique à partir des images, savoir si un cancer, si une tumeur est bénigne ou maligne, par exemple. Tout récemment, c'est une start-up française qui a remporté la première phase d'un concours mondial de reconnaissance de tumeurs dans le cadre du cancer du sein. Il s'agit de, vous voyez les choses, imaginez que vous avez un très grand catalogue d'images de tumeurs et à chaque fois vous savez si c'est bénin ou mortel et ainsi de suite. Et vous devez apprendre la fonction qui à l'image associe le diagnostic ou le pronostic si vous voulez. Ça c'est le principe général. Après il faut beaucoup de talent pour le faire de façon efficace et en l'occurrence ça a été remporté par Therapixel. Le fait que le succès de Therapixel en la matière, sur ce qui est un secteur économique à valeur ajoutée potentielle extraordinaire et un sujet complètement en l'air, le fait que le succès de cette start-up ait provoqué si peu de couverture médiatique est à l'image d'un syndrome français remarquable qui est incapacité de croire en sa propre recherche. Et on avait eu une autre illustration dans le cadre de la remise du rapport France Intelligence Artificielle l'an dernier, qui était une cartographie de la recherche intelligence artificielle française. Et quand le secrétaire d'État de l'époque avait annoncé les résultats, et en particulier insisté sur le fait que la France était l'un des rares pays à couvrir tout le spectre de l'intelligence artificielle à haut niveau, l'une des journalistes présente à la conférence de presse a répondu « Si c'était vrai, ça se saurait ». Et ceci est un syndrome typique et j'aime bien insister là-dessus. Je termine en disant que même si les méthodes statistiques et les méthodes d'apprentissage ont eu le devant de la scène ces dernières années, les méthodes plus traditionnelles liées sur des modèles et des équations d'évolution ne sont pas mortes, loin de là. Elles ont cru en efficacité et parviennent maintenant à faire des choses qui étaient impensables il y a seulement 10 ans. Par exemple, modéliser la croissance de certains cancers ou de phénomènes et de problèmes cardiaques ou encore des influx dans le cerveau. Pour citer juste un exemple, le travail de l'équipe de Thierry Collin à Bordeaux et de nombreux collaborateurs qui s'occupent de prédire avec des modèles mathématiques en bonne partie phénoménologiques quelle sera l'évolution d'un cancer qui est traité par chimiothérapie. Enjeu considérable, comprendre quand est-ce que le cancer sera à son minimum d'extension, ce sera le meilleur moment pour opérer, si la chirurgie est possible. Quand vous arrivez à combiner les deux méthodes, il y a une probabilité de succès qui est considérablement augmentée. Et sur un certain nombre d'exemples, les résultats sont remarquables. Vous voyez ici un exemple où vous avez un exemple de tumeur, c'est le petit, ici, ce dont on veut voir l'évolution, vous voyez ici, la petite tumeur ici, qui est beaucoup plus grande auprès de 294 jours ici. La question, c'est de prédire ce que ça sera ici, à 405. Et la prédiction ici, c'est le courbe qui est en bleu foncé autour, qui colle extrêmement bien avec la validation qui est obtenue ici.
Il y a une start-up qui s'est montée aussi sur ce question de modèle et qui fait intervenir des collaborations des collaborations rapprochées entre médecins et mathématiciens. Je terminerai là-dessus. Tout à l'heure, vous parliez dans les propos d'introduction d'interaction, de ce qui fait société, des gens qui se parlent les uns aux autres. C'est un sujet dans lequel les bons résultats ne sont obtenus qu'avec une collaboration entre les spécialistes de la médecine et les spécialistes de mathématiques. Collaboration dans des exemples comme celui-ci, voulant dire des mathématiciens passant de longues heures dans les hôpitaux à interroger des chirurgiens, à voir comment se passe le protocole opératoire et ainsi de suite. Et du côté des médecins, de longues heures passées à discuter avec les mathématiciens pour comprendre ce que peut et ne peut pas faire l'algorithme. Et de façon générale, on sait bien qu'on est dans des époques où le développement de la science est exponentiel lui aussi, avec une spécialisation croissante, mais en même temps beaucoup plus de possibilités d'interaction et de production de valeur ajoutée scientifique aux interfaces. Et dans ces interfaces, c'est jamais, à l'heure actuelle, des gens qui connaissent bien les deux côtés, ce sont toujours des rassemblements de gens, d'équipes pluridisciplinaires dans lesquelles vous avez des spécialistes d'un côté, des spécialistes de l'autre côté, et capables de discuter. Je vous remercie pour votre attention.